Bonjour, je suis Julien Pradviel-Dangin, je suis psychologue clinicien chez les Outsiders et aujourd'hui je vais parler un petit peu de harcèlement scolaire et principalement sur les aspects psychologiques. Qu'est-ce que ça provoque en fait chez les jeunes, le harcèlement scolaire? On pourrait commencer déjà par repartir sur qu'est-ce que c'est le harcèlement pour mieux comprendre qu'est-ce que ça engendre. Le harcèlement, ça va être vécu par la personne comme une souffrance qui se répète en fait. C'est très important de l'avoir à l'esprit parce que au final, de la souffrance, nous, tout le monde est un petit peu câblé pour en recevoir. On a des systèmes en nous pour la recevoir. Ça va être hormonal, ça va être psychologique, mais si c'est ponctuellement. Quand la souffrance elle dure un peu trop longtemps, on rentre dans quelque chose qui devient problématique parce qu'on va perdre nos ressources en fait. Et c'est dans la perte de ces ressources qu'on voit le plus de manifestations psychologiques négatives. On peut voir plusieurs choses. Par exemple, on va développer de l'anxiété et ça peut créer des troubles anxieux, comme par exemple des phobies. On va par exemple être dans des évitements. Alors très concrètement, comment ça se passe? Imaginez qu'un jeune se fait harceler, je sais pas moi, dans le vestiaire de son école, avant le cours de sport. Mais peut-être que le lieu du vestiaire va être évité. C'est-à-dire qu'on va plus vouloir aller en sport. Si c'est du harcèlement, du cyberharcèlement par exemple, peut-être que ça va être très difficile de revenir sur les réseaux sociaux, d'utiliser l'informatique, vous voyez, ce genre de choses. Bien entendu, quand on a épuisé toutes nos ressources, on peut arriver à un stade où on a l'impression qu'on peut plus rien faire, où il n'y a plus de solution. Et ce stade où même fuir ne suffit plus, en fait, c'est la dépression. Ce qui caractérise la pensée dépressive, c'est justement que on va avoir des pensées d'autodépréciation, on va ressentir de la honte, par exemple, d'être dans cet état. Et c'est très compliqué parce que quand on a honte, on va peut-être pas aller chercher de l'aide, on va pas oser expliquer notre histoire aux parents, expliquer notre histoire aux copains. On va très souvent le jeune va un petit peu s'isoler, se recentrer sur lui-même avec ses propres pensées négatives, avec sa colère, sa tristesse, sa honte. Et quand on est au bout du bout de la souffrance, on peut se mettre à envisager malheureusement le suicide. Qu'est-ce qu'on fait en fait, nous très concrètement, au niveau de l'accompagnement psychologique des jeunes, mais également des familles, en tant que psychologue? Avec les jeunes, on va essayer d'attaquer la dépression, d'attaquer l'anxiété, ou en tout cas de redonner, on va dire, des ressources aux jeunes pour l'aider à se recréer en une multiplicité d'opportunités de pensée, une espèce d'hygiène émotionnelle en fait. Peut-être que ces pensées-là vont arriver, peut-être qu'on a des pensées d'autodépréciation, peut-être qu'on a des pensées où on se sent nul, on n'est pas à la hauteur, mais pour autant, les pensées ne sont que des pensées. C'est pas parce qu'on pense qu'on est nul qu'on est vraiment nul. Donc il y a toute une hygiène à revoir, et c'est long, c'est un processus qui est pas évident, mais on peut intervenir sur les pensées, on peut intervenir sur les émotions. Donc en fait, il y a toute une construction à refaire au niveau des bases psychologiques de la personne. Ça peut arriver du rejet de la part de l'équipe éducative, ça peut être un rejet de la part de l'établissement. On a même des témoignages où on a du rejet de la part des policiers lors du dépôt d'une plainte, où en gros, à tous les niveaux, on essaye de minimiser. Donc c'est très très difficile pour les familles de s'exposer à ce déni-là. Il y a de la violence subjective, il y a de la souffrance, et en fait, à énormément de niveaux, pour plein de gens, cette émotion-là, on la veut pas, quoi. Donc les familles et les jeunes sont très souvent baladés, malheureusement. D'où l'importance de s'entourer, on va dire, de professionnels de santé, de s'entourer de gens qui ont une éthique d'aide. Par exemple des médecins, par exemple des psychologues, par exemple des thérapeutes, et bien sûr des associations. Un petit coup de pub pour les Outsiders. Les associations ont en général une éthique d'aide a priori vis-à-vis des familles. Et c'est très important de se faire aider dans ces situations parce qu'on l'a bien vu, c'est le fait de se recentrer sur soi, d'être seul, qui va majorer les symptômes et majorer, on va dire, les tableaux cliniques. Donc voilà, petit message d'espoir, on peut s'en sortir, mais le plus important c'est de se faire aider. Donc le harcèlement a commencé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, quand j'étais au lycée, en année de terminale pour le bac. Un ancien ami qui a voulu me faire complice d'un de ses coups de vol de carte bleue, qui a essayé de tout me mettre sur le dos, et en essayant de tout me mettre sur le dos, il m'a mis
Des coups de pression, tout bêtement. Un exemple, il venait me voir à la fin des cours, il me disait, il me prenait par le bras, il me disait t'inquiète pas, il y a la police qui va venir s'occuper de toi. Ou quand j'étais avec mes amis, il me poussait, il me regardait avec un sourire, l'air de dire dégage. Des choses comme ça à répétition qui ont fait que j'ai vécu un harcèlement assez douloureux. Ça a commencé au début du CM2, quand une fille est arrivée dans mon établissement et dans ma classe. Elle a commencé à se rapprocher de mon meilleur ami, et à sa demande, il s'est retourné contre moi. Puis elle a commencé à faire pareil avec mes autres amis. Parfois, certains me frappaient pour que je comprenne qu'ils ne voulaient plus de moi. J'étais un peu naïve et en recherche de repères, alors quand ça l'arrangeait, elle venait vers moi pour que l'on joue ensemble. Mais à chaque fois, quelques heures après, j'étais repoussée. Arrivée en 6e, j'étais de nouveau dans la même classe qu'elle. Et le harcèlement a continué et s'est intensifié. J'avais le droit à des reproches, des humiliations, des insultes. La plupart des reproches étaient liés à mon surpoids, du fait que j'avais de bonnes notes ou que j'étais timide, alors je pleurais. Et quand je pleurais, cette fille me le reprochait. Elle avait la main sur tous mes faits et gestes. Le midi, je n'avais pas le droit de manger avec qui je voulais quand je voulais. C'était elle qui décidait. Elle traînait souvent avec une autre fille. Elle lui demandait de choisir entre elle et moi, la personne qu'elle préférait. Elle faisait aussi courir des rumeurs, à mon sujet, dans la cour de récréation, mais aussi sur les réseaux sociaux. Elle m'humiliait publiquement. Une fois, elle s'est moquée de moi devant toute la classe, en sport, matière dans laquelle je n'étais déjà pas très à l'aise. J'ai développé toutes les angoisses du monde jusqu'à ne plus pouvoir manger. Je suis devenu pas anorexique, mais j'arrivais plus à avaler ma salive. J'avais peur aussi de dormir, de sortir, j'étais devenu agoraphobe. Et je pouvais plus avoir de contact avec personne d'autre, sauf avec mes parents. J'étais complètement sous l'emprise de cette fille. Ça me mentait même en dehors des cours. Je ne dormais presque plus la nuit. J'étais angoissée rien qu'à penser à l'école. J'avais la boule au ventre. Je pleurais tous les soirs dans mon lit. J'étais à cran tout le temps. À cause de ce mal-être, mes notes ont un peu chuté, même si le travail scolaire était ce qui me faisait le plus tenir. Même si, au final, j'avais quand même perdu l'envie d'aller en cours. Bonjour, David Nablet-Martin, avocat au barreau de Toulouse. En ma qualité d'avocat, j'accompagne des mineurs victimes de harcèlement et leurs familles pour soutenir leurs plaintes devant la justice. Les faits de harcèlement sur mineurs recouvrent des paroles ou des situations de pression subies dans le milieu scolaire, familial ou sur Internet, qui ont pour effet de dégrader la santé mentale de la personne visée. Il est donc primordial pour la victime de trouver des relais auprès de tiers de confiance. Qu'il s'agisse de parents, de professionnels éducatifs, de psychologues, d'associations comme Outsider, de professionnels du droit. Trouver ces relais va permettre d'exprimer son vécu et d'obtenir des soutiens. Ensuite, il sera essentiel de rapporter la preuve des faits de harcèlement, car cette preuve permettra d'emporter la conviction des tiers ou de la justice et par conséquent d'obtenir qu'il soit mis un terme au harcèlement, mais aussi que soit prononcée la condamnation de l'auteur et une reconnaissance de la victime. La difficulté, elle tient ici dans la nature des faits de harcèlement, d'une certaine manière invisible, en l'absence de violence physique, puisqu'il s'agit de paroles ou de comportements ne laissant pas de traces sinon psychologiques. Concrètement, la preuve, elle va pouvoir être rapportée, par exemple, au moyen d'enregistrements audio, d'attestations de témoins ou de messages écrits, mails ou SMS. Enfin, il est important de se rapprocher rapidement de conseils juridiques pour être orienté et en cas de gravité de la situation, pour que la procédure pénale soit engagée au moyen d'un dépôt de plainte, mais aussi qu'elle soit cadrée juridiquement. Cette procédure, elle présente en pratique une telle complexité et lenteur que cette étape initiale doit être prise au sérieux pour obtenir gain de cause. Si j'avais un message à faire passer, pour les autorités publiques, sensibiliser les professionnels et accorder du crédit à la parole des enfants. Pour les victimes de harcèlement, il faut en parler à une personne de confiance. Il faut en parler.